possibilité de penser en liberté. Bien, merci. Merci Tariq. Youssef? Ce qui me frappe ces derniers mois avec le massacre, l'épuration ethnique, le génocide à Gaza, c'est qu'on a vu se déchaîner la propagande israélienne sous sa forme la plus extrême, la plus extrémiste. C'est-à-dire qu'on a des médias français, dont une partie sont détenus par soit des gens qui ont la nationalité israélienne comme Drahi, soit des gens qui, de par leur filiation, sont liés à Israël. C'est moins connu du côté de Bolloré, mais en fait, Bolloré est Bolloré du côté de son père, c'est-à-dire un industriel breton, mais du côté de sa mère, c'est la lignée Goldschmidt. C'est une grande famille de banquiers, de financiers juifs allemands, qui remontent au XVIe siècle, avec des liens avec la famille Rothschild. Et la grand-mère de... Il est remonté jusqu'au XVIe siècle. Non, là, c'est trop. Bzef. Ah, mec, pour t'avoir, mec, pour te mettre dans une tosse, pour essayer de détruire ta réputation, Youssef Indy, mec, il ressemble à qui? Il me fait rappeler qui? Il me fait rappeler les généalogistes du calife, mec, qui faisaient remonter Zama une prophétique. Oui. Il fouillait dans les registres. Voilà, il traficote quelques petits intermédiaires comme ça, quelques petits parents. Oui, on a trouvé apparemment sur une lignée parallèle qui serait nichée au Koweït, comme ça, qui aurait immigré en Maghreb. Oui, potentiellement, vous êtes rattaché à telle lignée, donc on peut dire que vous descendez du prophète, du côté de Hussein ou du côté de Hassan. Très C'est sombre. le problème. Il a besoin de remonter jusqu'au XVIe siècle pour relier Bolloré avec je ne sais quoi, quelle famille, au lieu de l'attaquer sur du concret. En fait, tu comprends pas pourquoi. Voilà. Bolloré, on peut lui reprocher techniquement plein de choses de ce qu'il peut faire maintenant. Pourquoi remonter sa filiation généalogique? C'est bizarre. On se croirait en 39. Pour nous parler de juifs banquiers. Tout ça pour nous apporter cette information, Régulus, pour dire, voilà, Exactement. ok, du côté breton, il est breton, mais du côté maternel, ça soutient Israël. C'est ça qu'il essaie de nous faire comme rapprochement. Exactement, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il connaît mieux l'histoire de Bolloré que Bolloré lui-même. Je pense qu'il connaît mieux l'histoire de Bolloré que l'histoire des califes. Ça commence sur les chapeaux de roue. Allez, on continue. De Bolloré, Nicole Goldschmidt, travaillait pour les services de renseignement français et s'occupait de la liaison entre les services de renseignement français et israéliens. Donc Bolloré, ce grand catholique, est lié à Israël, on voit par ses médias, est un acteur de la propagande israélienne. Et on voit qu'il n'y a même pas d'adaptation à la psychologie française, à la culture française. On vient de voir là, un extrait avec le fils de Sarkozy, qui s'appelle, je crois, Louis Sarkozy, qui doit peut-être lui aussi se souvenir de sa lointaine filiation, et qui tient des propos. C'est trop, mec, c'est trop. Il y a une obsession. C'est obsessionnel, mec. Ça me rappelle vraiment les chroniqueurs qui n'arrêtent pas de toujours, mec, te parler de filiation, te parler de généalogie, de ta paternité. C'est comme les mecs dans les quartiers qui te disent qui est ton père. Qui est ton père? Tu viens d'où? Qui est ton père? L'anthropologie, mec. Voilà, Youssef Indy, victime de son anthropologie. Voilà. Mentalité quartier. Mentalité, où est ton père? Qui est ton père? Tu es de quelle famille? Quel est ton nom de famille? De quoi tu te mêles? Êtes-vous un OPJ? Pour me poser toutes ces questions. Et ça. À ceux d'un Netanyahou, donc il est totalement en roue libre. Donc il y a cela, des médias totalement alignés sur les plus fanatiques des dirigeants israéliens, et un système politico-juridique qui est totalement absent aujourd'hui, alors que souvenez-vous, il y a un an, si on disait que le Hamas ou notre organisation palestinienne, surtout le Hamas, était une organisation de résistance, eh bien le ministre de l'Intérieur vous êtes convoqué par la police, perquisition et c'est normal. On a des gens aujourd'hui dans les médias. Et c'est normal. C'est ça qu'il comprend pas. Il te dit un acte de résistance. Moi, je comprends pas, en fait, ces gens-là. Ils remontent les filiations, mais pourquoi ils ne remontent pas les filiations des dirigeants du Hamas? Pourquoi ils ne remontent pas leurs ouvrages, leurs écrits? C'est ça que je comprends pas avec ces types. Toujours le deux poids, deux mesures. Exactement. Français, pro-israéliens, qui font clairement l'apologie du génocide ou d'un État génocidaire et qui n'en sont absolument pas inquiétés. Donc il y a un problème
globale, médiatique, politique et judiciaire. Je crois que Tariq en sait quelque chose. Bon, ben oui, on vit dans un cadre qui est particulièrement inquiétant et j'ai l'impression que les choses s'accélèrent depuis quelques années, comme si on voulait nous pousser dans une direction donnée. Et cette direction donnée, bien évidemment, c'est l'affrontement, la guerre civile. Alors, Tariq, tu as souhaité parler de l'islam politique. Alors, je te remercie infiniment de m'avoir fait ce cadeau. Tu sais que je suis un exégèse. Oui, on va Enfin, des parler gens d'une qui chose parlent de sérieuse. sujets intéressants. Hein. Voilà. Et il y en a Allez, marre de baisser le niveau. On va essayer de monter le niveau. J'espère qu'ils allez. seront à la hauteur, Régulus. J'espère. Là, il a l'air en forme. Monsieur Tariq Ramadan, vous avez l'air en forme. J'attends de vous de grandes prouesses. En religion musulmane. Donc, je vais être un arbitre plutôt discret. Je vais me nourrir de votre savoir. Alors, je le précise pour nos internautes qui m'ont reproché de ne pas avoir géré le débat lorsque tu étais face à Thierry Messon. J'ai dû expliquer que vous ne vous étiez pas parlé depuis 30 ans, que c'était la première fois que vous vous rencontriez et que vous aviez 30 ans de choses à vous dire l'un à l'autre. Et qu'évidemment, ma place dans cette discussion, elle s'est limitée plutôt à être un spectateur passif, mais attentif, parce que c'était passionnant. Et j'espère, mon cher Tariq, que tu te réjouis à l'idée de participer au match retour, comme je l'apprends, comme je le nomme. Je sais que tu n'aimes pas cette expression-là, parce que tu es beaucoup plus élégant que moi. Mais pour nos amis internautes, c'est parlant. Il y a beaucoup de gens qui attendent aussi ce débat, ce deuxième débat. Déjà, Ce soir, eh bien, nous sommes heureux d'offrir. t'as vu, il lui a dit, les internautes, ils attendent un match retour. Ah, Ils attendent le match retour. les internautes ont faim. Les internautes veulent une exécution. Comme les gladiateurs, à l'époque des gladiateurs au Colisée. Ils veulent un match retour. Parce que ça n'a pas été terminé. Le deuxième débat entre Tariq Ramadan et Youssef Indy que vous attendiez tous. Donc, enjoy. Mon cher Tariq, à toi la parole. C'est toi qui mène le bal. Non, d'abord, merci infiniment. C'est vrai que ça fait longtemps que vous m'aviez parlé d'un débat avec Youssef et moi, pendant des années, pour dire la vérité. Par contre, petite remarque, la bibliothèque de Monsieur Tariq Ramadan n'est pas assez remplie. Elle fait pas le figure devant celle de Mamar Metmati. Moi, quand je vois celle de d'autres Mamar, je dis, personnes. voilà, Et de celle d'autres de personnes. Abdelhai, voilà, par Oui, exemple. tout à fait. Je pensais à lui. On pense aussi à Abou Mussim. On pense aussi à MDS. C'est Et vrai, certainement aussi à des gens comme Qais El Hambali, qu'on remercie pour son travail de scannage. Merci de faire le travail de stagiaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Ramadan, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on fasse une petite cagnotte pour vous acheter des livres, vous acheter des étagères, nous sommes prêts à contribuer. Nous ne voulons pas voir ce piteux arrière-plan. Merci. Je ne le connaissais pas. Je le connaissais par des choses qui m'étaient rapportées, de ce qu'il pouvait dire sur l'islam politique, sur les frères musulmans, etc. Mais je ne le connaissais pas. C'est sur le tard, il y a 2 ans, que j'ai commencé à me pencher un tout petit peu sur certains écrits d'abord, et puis ensuite sur certaines interventions dans les différents médias. Et puis les circonstances ont fait, les heureuses circonstances ont fait qu'on s'est rencontrés au Maroc en avril, qu'on a pu échanger. Mais même avant de rencontrer Youssef, moi j'ai un profond respect pour le courage intellectuel, pour le fait de poser franchement sa pensée, d'aller de l'avant et puis de faire face d'ailleurs aux propos dominants et d'aller à contre-courant. Ça, pour moi, c'est d'abord un respect pour la personne, un respect pour le positionnement intellectuel. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on s'est vu et puis à cette occasion-là, il m'a remis son livre sur l'islam politique, qui était effectivement ce sur quoi on m'avait interpellé en disant il faudrait que tu débattes avec lui pour ce qu'il dit et ce qu'il avance comme thèse sur la question de l'islam politique et des frères musulmans. Et donc, il se trouve que voilà, les circonstances font qu'on se retrouve aujourd'hui et que c'est vrai que je pense que dans ce que tu viens de présenter comme petit documentaire ou annonce ou teaser sur ce qui va venir comme documentaire sur la situation actuelle et ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, ce serait bien qu'on termine d'ailleurs notre débat sur des réflexions dans lesquelles je pense on va beaucoup dans le même sens, comme on vient de l'entendre. Mais avant ceci, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait que l'on discute parce que, au-delà de l'actualité, ce sont des éléments de l'histoire et ce sont des éléments sur le plan des notions à aborder, sur le plan des réalités historiques et sur le plan des dynamiques politiques qu'il faut que l'on clarifie, ou en tout cas que l'on discute. On ne sera sans doute pas d'accord à la fin de
de ce débat, mais ce débat, il faut que nous y confrontions pour pouvoir faire avancer la réflexion d'un côté comme de l'autre. Alors la première des choses, moi j'ai lu, Youssef m'avait remis au Maroc son livre sur l'islam politique, que j'ai lu avec attention, qui m'a surpris sur le plan de la méthode comme sur le plan du fond. Mais avant ceci, moi ce qui m'intéresse, et c'est ce que on vient de discuter avant de commencer cette... Il a été surpris. Toujours la question de la méthode. Hein. Oui. On se rappelle de Mamar qui te dit qu'il n'a pas de méthode. Hein. Alors qu'on avait vu l'autre qui avait dit entre deux méthodes. Hein. Le mec d'Al-Qaïda. Donc je sais pas, mec, des gens bizarres, mec, qui n'ont aucune méthodologie. Bon là, on va voir Youssef Indy. Apparemment, il a une méthodologie inédite. Ya Rabbak, qui a surpris Surprenante. à Voilà. Monsieur Ramadan. Donc On y va. on va s'intéresser à ça. C'est parti. Bismi, Yakouch, comme on dit. ce débat. Ce qui m'intéresse déjà, parce qu'il faut un défrichage sémantique et terminologique, il faut qu'on se mette d'accord sur les définitions. Youssef écrit un livre sur l'islam politique, et moi ce que j'aimerais, c'est que déjà... Ah, déjà, mec, Ce problème de définition. Il faut se mettre d'accord sur les définitions. Toujours, mec. Toujours. Une technique très, 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 très obscure. C'est pour ça que nous, on la maîtrise très bien. Bravo, monsieur Ramadan. Vous avez raison de commencer par ça. Nous, on n'aurait pas fait mieux. Là, pour le coup, bravo. Je vous donne un point. Et regarde, mec, Youssef Indy. Regarde, mec, comment il est. Ah, il est pas bien. Il est en sueur. Ah. Et tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il refuse le débat. Parce qu'il sait que nous, on va commencer par la définition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aussi avec monsieur Metmati. S'il vous plaît, monsieur Metmati, est-ce que vous pouvez nous donner la définition des musulmans? Il a dit, je ne peux pas vous donner la définition des musulmans, mais je peux vous donner la définition de ce que n'est pas un musulman. Mais nous aussi, est-ce que n'est pas un musulman? Ok, oui, bien sûr. Si tu adores Jésus, c'est sûr que tu ne vas pas te dire musulman. Merci. Merci, monsieur Metmati. On a beaucoup avancé grâce à vous. Ah là, c'est trop, j'en ai marre. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cet islam politique pour lequel tu vas... sur lequel d'ailleurs tu vas faire un livre et par rapport auquel tu vas prendre une position. Donc moi ce que j'aimerais savoir c'est comment définis-tu l'islam politique, parce que notre débat il va commencer là. D'accord, merci pour ta présentation et tes mots très gentils. Alors, gentils, ils sont justement respectueux, comme je le suis. Très bien. L'islam politique, j'explique dans le livre que pour moi l'islam politique naît à partir du moment où le califat est aboli, parce que dans le système islamique traditionnel, l'islam est englobant. C'est pas une faction ou une branche ou une tendance d'un système politique particulier. Le califat est le système traditionnel. Certains ne sont pas d'accord sur le fait que le prophète, sur lui, la paix et la bénédiction, a fondé le califat. Donc à partir du moment où... Ah, déjà, mec, ça démarre très mal. et mec, et moi et Tariq, on a fait les mêmes mimiques. Nous avons fait les mêmes mimiques. Vous ne me voyez pas derrière l'écran, mais on a fait les mêmes mimiques, les mêmes grimaces. On n'a pas aimé. C'est pareil. Non, mais c'est intéressant de voir comment Youssef Indy il commence, parce qu'il te dit de manière traditionnelle le khilafa. Mais de quel khilafa on parle Comment ce khilafa il s'est traduit? C'est ça la question, mec. Parce qu'il y a des gens, si tu prends par exemple, je sais pas moi, l'Afrique du Nord, on a vu qu'il y avait des tribus, des dynasties qui étaient très très sombres. Mais est-ce que Youssef Indy, il va dire que de son point de vue, c'est un point de vue traditionnel, etc., ce serait assez bizarre. Très très bizarre. On va voir, donc, il a dit quoi sur le prophète? Attends. Le prophète, sur lui, la paix et la bénédiction, a fondé le califat. Donc à partir du moment où le califat s'effondre, c'est un peu, je fais le parallèle avec la Révolution française, le système traditionnel s'effondre, est aboli, et à partir de là, on va avoir dans un nouveau système des forces politiques, des tendances politiques qui vont se revendiquer des valeurs de l'ancien système. Et on a l'abolition du califat. Il n'a rien compris à Boucha. Oui. Il te dit qu'il se revendique de l'ancien système et tout. Mais oui, puisque ces gens-là cherchent à restaurer le système, Yarbak. Puisque ils te disent que le khilafa est un fard, mec, que c'est une obligation qui représente l'unité musulmane de la communauté de la Oumma. L'unité politique. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui se revendiquent, puisque eux n'ont pas choisi, mec, d'abandonner le califat. C'est Atatürk qui a dit il n'y a plus de califat, mais c'est pas pour autant
y a des gens qui étaient contents à ce moment-là, mais je sais pas, Youssef Indy, il a une analyse Il bizarre, te c'est pas dit, il y a possible. des forces, il y a des tendances, comme si, je sais pas, c'est abstrait. Non, c'est toujours les mêmes personnes, mec. C'est juste les mêmes personnes qui étaient sous califat qui sont maintenant sous un autre nom. Tu peux mettre le nom que tu veux derrière. Le but ultime, c'est le califat. C'est tout. Avant, il y avait le califat qui était là. Maintenant, il n'y a plus le califat. Ils sont toujours là. Et ils veulent le restaurer. C'est tout, mec. C'est C'est tout. aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En 1928, 4 ans après. Pour moi, c'est ça la naissance de l'islam politique, et cette naissance était inévitable, parce qu'à partir du moment où on fait tomber le califat, et avant la chute du califat, il y a des mouvements réformistes, des mouvements qui tendent même à réformer l'Empire ottoman, qui promeuvent des constitutions Abuja. libérales, que ce soit dans Mais le problème, c'est que ça n'a aucun rapport avec le khilafat. C'est même pas parce qu'il y a la réforme que ces gens-là, à mon avis, ils voulaient abandonner le khilafat. Et c'est là où, de toute façon, après, quand lui, il te parle d'islam politique, de réforme, etc., et il te parle en plus de système traditionnel, etc., mais de quoi il parle? De quelle tendance? À quoi ces groupes ils se rattachent? Ça, le problème. Je ne comprends rien dans ces définitions, mec. Je sais pas, mec. la Turquie ou dans l'Iran de l'époque, et il y a des tendances qui militent déjà, comme Ali Abdelrazak, dont je parle dans mon ouvrage, qui militent pour une modernisation du monde musulman. Et donc, quand le califat est aboli, on va avoir un système politique qui va, en fonction des pays, se mettre en place de type occidental, avec une gauche, une droite, des partis nationalistes, des partis marxistes, et inévitablement des partis politiques dits islamistes. Donc pour moi, c'est ça l'islam politique. Et donc la conséquence aussi inévitable de la naissance de cet islam politique, c'est l'utilisation de la référence islamique, de l'islam, mais avec des objectifs politiques. Et c'est là que pour moi les problèmes commencent. D'accord. Je suis satisfait de cette définition. Oui, mais elle est problématique cette définition parce qu'elle ne répond à aucune Abuja. réalité historique de la terminologie. Ah Oui, direct, sans pitié. Mais juste avant que M. Ramadan il fasse son analyse, moi, il y a un truc que je trouve bizarre parce qu'il te dit d'un côté, il y a des gens qui sont qui ont un système traditionnel où il te dit il n'y a pas d'islam politique puisque l'islam était globalisant, et il te dit bon, il y a eu la chute du califat, il y a eu des partis politiques qui se sont constitués, dont des partis islamistes, hein. Ces partis islamistes essayent de revenir à l'ancien système et il te dit mais c'est un problème. Je comprends pas, mec. Je ne comprends pas. Oui, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça voudrait dire que Youssef Indy est contre le califat? Et d'un côté, juste avant, il te dit oui, mais le prophète, il a laissé le califat. Donc je comprends pas en fait sa position. C'est quoi le délire? D'un côté, d'un côté, j'ai l'impression que Wissef Indy est pour le côté traditionnel, le califat. Je serais pour un retour du califat, et que lui, ce qui lui plaît pas, c'est qu'il y ait des courants politiques qui utilisent l'islam pour faire avancer, tu sais, leur objectif politique personnel. Lui, je pense que c'est comme ça qu'il voit les choses. Lui, il se dit l'islam politique moderne, qui a été parasité par l'Occident, avec les idées marxistes, communistes, socialistes et tout. Lui, il aime pas ça, il est contre. Et il voudrait justement qu'on puisse revenir à un califat sans pour autant passer par tous ces courants à la con, donc frérisme, wahhabisme, qui considèrent comme des réformes inutiles, comme des réformes merdiques. C'est ça le problème en fait. Mais Je il pense le que dit d'une manière il passe vraiment la pommade. Il passe vraiment oui, la oui. pommade. Mais c'est pour ça que Tariq Ramadan va lui foncer dedans, comme un taureau, qui va charger sa proie. Terminologie telle qu'on l'emploie ni dans le monde majoritairement musulman, ni dans le monde occidental. Pourquoi? Parce que pour l'ensemble de ceux qui lisent le monde musulman et qui comprennent l'histoire du monde musulman, l'idée de l'islam politique est telle qu'elle va se représenter, c'est cette idée que l'islam a à voir avec la politique et qu'on ne fait pas de différence. Et donc, quand on parle du califat, et donc c'est pour ça, la vraie question, elle est celle-ci, quand le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, est à la fois l'envoyé et le chef de l'État, on se connaît dans l'islam politique, oui ou non? C'est-à-dire, l'islam politique, normativement, c'est pas la fin d'un modèle de politique qui va être changé parce qu'on va avoir la création, après Berlin, de l'État-nation, et donc la volonté de ceux qui vont résister à la colonisation au nom de la religion de chercher leur libération, mais c'est conceptuellement quelque chose de beaucoup plus important. C'est cette idée, d'ailleurs, Ali Abdelrazak en 1925, dans l'Islam Usul al-Hukm, il met lui en évidence qu'il faut séparer les deux, que l'État n'a rien à voir avec la religion. Il ne parle pas simplement de l'État-nation, il parle même, et surtout d'ailleurs dans son ouvrage, dans sa première partie, de comment on a mal lu l'histoire.
Et donc, cette idée qu'au départ de l'islam, dès son origine, dès la période médinoise, le système politique est fondé sur des principes religieux, c'est cette idée qu'il n'y a pas de différence, ou qu'il n'y a pas, il y a une différence, mais il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Appelons-le califat ou appelons-le État, au bout du compte, l'islam politique, c'est cette idée que l'islam est la référence à l'orientation de l'action politique. Et quand on parle du califat, eh bien, c'est exactement de cela dont il s'agit, puisque le calife... Exactement, mais c'est tout, c'est très simple en fait. Il a beaucoup parlé pour rien dire, là, il tourne en rond, mais le problème, c'est que lorsqu'il dit l'islam politique, ils ont des références islamiques en termes d'orientation politique. Mais de quelle référence islamique parle-t-on? Oui, c'est pas que je te dis qu'il tourne en rond. Oui, parce que moi je veux bien, monsieur Ramadan, on va lui sortir l'orientation Barwata, hein, il va khla. Nous, monsieur Ramadan, nous n'avons pas de problème avec un Coran en berbère ou un Coran en français. Hein. Nous n'avons pas de problème à ne pas faire le soujoud ou le recours durant la prière, que des prières debout. 5 la journée, 5 la nuit, il n'y a pas de souci. Exactement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il l'est effectivement avec une référence religieuse, mais il est chef de ce qu'on appellera un empire, ou l'Empire ottoman par exemple. Je ne sais même pas si Youssef Indy ou Monsieur Tariq Ramadan connaissent la sunna des grottes. La sunna des grottes. Peut-être que monsieur... non, mais c'est possible que monsieur Ramadan la connaisse, mais Youssef Indy, je ne pense pas qu'il connaisse la sunna des grottes. Il connaît pas. Au nom de la référence religieuse. Donc, Suleiman le Magnifique, est-ce qu'il est un représentant de l'islam politique? Et pourquoi ne le serait-il pas, puisqu'il fait le lien entre le religieux et le politique? Est-ce que quand on est calife, on n'est pas politique, et quand on est président, on le devient? C'est une réalité terminologique qui ne repose strictement sur rien. Aïe, c'est sombre. Là, franchement, j'aurais pas voulu être à la place de Après, c'est une réalité terminologique qui repose sur le système politique en place, tout simplement. C'est sûr que si tu as des constitutions, eh bien sûr que ça n'a aucun sens, puisque, comme il l'a dit, tu vas séparer le pouvoir temporel et spirituel, c'est ça? C'est ça. Donc, alors que dans un califat, a priori, il n'y a pas cette distinction. Donc non, ce n'est pas juste une question de terminologie. Derrière, il y a des idées, des concepts. Nous, on sait très bien, Régulus, qu'il y a ces notions de tawhid, de législation, de tahakoum et toutes ces conneries. Donc non, ce n'est pas la même chose. Pas dire juste c'est une question de terminologie, oui, président, calife. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Puisque derrière, derrière la notion de calife, il n'y a pas la notion de constitution. Il n'y a pas la notion de constitution, il y a juste la notion de Coran, la notion de sunna. Quel est le rapport entre le Coran, la sunna et constitution? Je ne vois pas. Exactement. Le double rôle du prophète, j'en ai parlé. Maintenant, regardons ce qui se passe au X et XIe siècle. Le Coran, c'est clairement une constitution divine, révélée, tout simplement. C'est ça la différence. Nous, on a une constitution humaine créée, et le Coran est une parole constitutionnelle, donc qui contient la charia, voilà, la source de la loi humaine, enfin divine plutôt, appliquée à la jurisprudence humaine qu'on appelle fiqh, et c'est ce qu'on appelle donc la constitution révélée, incréée. C'est ça le problème, que les Mu'tazilites veulent le faire devenir créé, et à raison. Eux, ils ont raison de militer pour que le Coran devienne créé. Mais d'un point de vue symbolique, le Coran étant la parole de Dieu, c'est normal que les musulmans les plus littéralistes et les plus fondamentalistes considèrent cette parole comme incréée, et comme éternellement bonne et juste en tout temps et en tout lieu, et comme une constitution, voilà, immuable. Il écrit l'Ahkam al-Sultaniyya, c'est-à-dire il explique la structure étatique à partir des références musulmanes, et puis il met les différents rôles du législatif, du judiciaire, du al wal aqd, c'est-à-dire de ceux qui sont le conseil d'orientation. Il écrit ceci au XIe siècle. Pour n'importe quelle personne, c'est une référence qui a à voir avec la dimension politique. Et Ali Abdel Razak a tellement compris ceci en 1925 que pour s'opposer au caractère politique de la référence islamique, il veut séparer les deux au nom d'une sécularisation qui est totalement en phase avec l'orientation britannique à l'époque, ou occidentale d'un point de vue général. Donc,
l'islam politique dire pour moi ça commence quand l'Empire ottoman s'arrête en 1922 sur le plan politique, 24 sur le plan spirituel, et que 4 ans plus tard les frères musulmans viennent comme élément de résistance, non, je veux dire avant même la réalité des frères musulmans, il y a Tantawi, El-Kawakibi, il y a même qui va être une référence importante, Ibn Badis en Algérie. Ils sont quoi ceux-là? Ils sont quand eux, est-ce qu'ils sont en train de dire comme le califat a été délité de l'intérieur et que les forces occidentales l'ont arrêté? Mec, il t'a cité Tantawi, des références très sombres. Des références. Ibn Badis aussi, très très sombre. Ibn Badis en Algérie aussi, très 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 sombre. Ibn Badis, qui est un mot, ils sont basés sur lui, mec, pour introduire les frères musulmans qui a engendré le fils, puis le GIA. Eh oui, eh oui. Très 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 des références très très sombres, réguleuses. Et je pense que Youssef Indy ne s'y attendait pas. Il est perplexe. Il est perplexe, là, Youssef Indy. Il est en train de regarder. Il se dit comment je vais répondre, comment je vais rebondir. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Il est en train de regretter. Je n'ai pas assez travaillé avant d'écrire le livre. Aïe, 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 aïe. Je n'aurais pas voulu être à ta place. Eh bien, il faut au nom de l'islam qu'on résiste à la colonisation, avec même l'idée, et ça c'était l'une des perspectives que l'on a chez l'Avrani, sur lequel on reviendra, chez Mohamed Rabdou, chez Hassan el-Banna, mais également chez Rachid Reda, mais également chez Ibn Badis, mais également chez Tantawi, de dire il faut reconstruire à partir des nations la réalité du califat. Donc, c'est à quel moment on est dans l'islam politique, à quel moment on n'est plus. Terminologiquement, ton explication est problématique. Je vais répondre, je vais aller plus dans le détail. Quand je parle de l'islam politique, je lui donne une définition qui m'est propre, qui part d'une interprétation et aussi d'un constat historique. C'est-à-dire que. Il te dit qu'il m'est propre. Qui es-tu pour faire ta propre définition? Mais c'est de la folie, mec. J'ai l'impression d'entendre des gens qui te disent c'est mon opinion et mon opinion vaut autant que ton opinion. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on fait l'histoire. Mec, c'est de la folie. Il te dit et je donne l'intention qui m'est propre. Et je me base sur un constat historique. Tariq Ramadan vient de dire qu'ici on se base sur le consensus historique, que ce soit les savants musulmans eux-mêmes et non musulmans, que ce soit les islamologues, les historiens du Moyen-Orient, de l'histoire médiévale, de l'histoire antique, tout le monde va te dire que l'islam politique se traduit par quoi? Par la structuration de la politique vers un but d'asseoir et d'achever le défi islamique, qui est de répandre cette religion partout dans le monde. C'est la seule vocation du califat. C'est de s'étendre ad vitam aeternam jusqu'à ce que l'islam domine le monde pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que tu racontes? Jusqu'au jour du jugement dernier. On dirait que Youssef Indy ne connaît rien à l'islam. C'est aberrant. C'est aberrant. Il te dit, c'est ma propre définition, c'est la folie. Le mouvement de sécularisation est un mouvement qui est propre au départ au monde européen et qui est un processus qui s'est fait très lentement. Et ce processus-là, le monde musulman ne l'a pas connu. C'est-à-dire les guerres de religion entre protestants et catholiques, la fin du XVIe siècle avec Jean Baudin qui commence à théoriser l'État moderne. Et la clé... Attends, il t'a dit le monde musulman n'a pas connu des guerres. Non, là c'est trop. Là c'est trop. Là c'est trop. Toutes les fitnes qu'il y a eu dans le monde musulman, ils me disent, ils n'ont pas connu ça. Des mouvements, etc., de renversement théologique, de renversement dogmatique, ils n'ont pas connu ça. Non, là c'est vraiment insultant pour tous les historiens disent. Regarde Tariq Ramadan, mec. Regarde. Il est pas bien. Mais pas dans le sens négatif. Dans le sens, il se dit, pourquoi est-ce que je suis là devant cet idiot? Le musulman n'a pas connu des guerres internes. C'est de la folie, mec. C'est de la folie. Mec, là, dans sa tête, moi, je lis le désespoir. Genre, non, genre en mode, non, c'est ça son niveau. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrête, s'il te plaît, Youssef Indy. Arrête. T'es en train de nous hachab. Ah là là. Même Amir s'en est mieux en sortie. Putain. Là, c'est trop. Putain. Attends, je reprends, mais là, je suis choqué. Clé, en fait, pour faire la distinction entre les deux, parce que sinon, on va pas en finir avec ce débat, c'est la question de la souveraineté. Et en fait, ce que l'on retrouve chez Ali Abdelrazek, c'est cette idée sous-jacente qu'on a qui commence chez Baudin, c'est la fin du concept même de lieutenant, du calife et de lieutenant. Parce que dans le système traditionnel, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde musulman, le roi, le pape ou le calife, il est le lieutenant de Dieu ou le calife ou le vicaire de Jésus ou le vicaire du prophète. C'est-à-dire qu'il n'est pas souverain. L'État n'est pas souverain. Mais avec l'État moderne, l'avènement de l'État moderne, on a l'avènement d'un État qui est souverain. C'est-à-dire qu'on a
une loi qui est produite par l'État, qui ne va plus correspondre, en définitive, dans le monde occidental, qui ne va plus correspondre à la loi divine. Donc la loi de l'État, la loi du prince doit être conforme à la loi de Dieu, etc. etc. Et c'est pareil dans le monde musulman, traditionnellement. C'est-à-dire que le calife n'est pas le souverain, alors qu'aujourd'hui, un président d'un État moderne, dans le monde musulman, si c'est un État véritablement moderne de type occidental, c'est un État qui est souverain, qui ne reconnaît pas forcément la souveraineté de Dieu, et par conséquent, les lois qu'il va produire ne vont pas être forcément conformes à la loi divine. Et en fait, si on Mais dit Abou Ija, que le Les califat mecs, est une les califes, plein de fois, ils n'ont pas respecté la loi divine. Qu'est-ce qu'ils racontent, lui aussi? C'est de la folie. C'est de la en folie. fait, Tu penses c'est même pas. tu penses que attaquer la Kaaba avec des catapultes, c'est conforme avec la loi divine? Non, non, là, c'est trop, j'en ai marre, ouais. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bah, Zaf, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il te dit, les califes, eux, ils étaient toujours. Non, non, non. Plein de fois, les califes ont fait n'importe quoi avec la loi divine. N'importe quoi. Sans par- Ils ont bafoué la loi divine, mec. Ils en ont chié dessus. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais encore faudrait-il la définir, parce que c'est ça le problème. Si lui, il a un référentiel et que dès que tu sors de ce référentiel, ben, tu respectes pas la loi divine, parce que nous, on a vu, avec Sami El-Lib, qu'il y avait des hila, l'atténuation, par exemple, de normes juridiques, ou le contournement, des règles juridiques. Donc, Ah. en fait, tout ça, ça dépend de quel point de vue tu te passes. Et le problème, Youssef Indig, j'ai l'impression qu'il a un pied dans l'orthodoxie, un pied Un dans pied la dans zandaka. la zandaka, l'hétérodoxie. C'est ça le problème. Ça le problème. création humaine. En fait, c'est ce que dit Ali Abdelazer dans son ouvrage. Il dit que le califat, c'est une production humaine et qu'on peut devenir socialiste, libéral, etc., etc. C'est une voie qui est dangereuse parce qu'elle nous amène dans la voie de l'État moderne, c'est-à-dire un État, donc le califat, qui n'est plus, et donc un État qui n'est plus nécessairement soumis à l'ordre divin et donc à la loi divine. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans un système moderne, parce qu'après l'abolition du califat, qu'est-ce qu'on a? On a donc les jeunes turcs qui arrivent au pouvoir, les kémalistes qui arrivent au pouvoir, et qui fondent un État qui est un État moderne, laïque, sur le modèle de la Révolution française. Et donc, vous arrivez dans un système où Dieu n'existe quasiment plus officiellement, c'est le cas de l'État kémaliste, et donc, je prends un cas extrême, et donc vous allez avoir nécessairement des croyants, là en l'occurrence des musulmans, qui sont orphelins de leur système politique. Et c'est là que va naître ce que j'appelle justement l'islam politique. Et donc l'islam politique, ce n'est pas pour moi le christianisme politique ou le judaïsme politique, ça va devenir une force éventuellement politique qui va utiliser l'islam à des fins politiques. Donc, je pense qu'elle est là la différence entre nos deux conceptions de l'islam politique. C'est pas de conception, c'est un vrai problème de terminologie, parce que tout ce que tu dis sur le califat, en plus sur la question de la souveraineté, sur la référence au divin, je veux dire que il n'y a pas dans la tradition musulmane sunnite, et il y a de temps en temps dans la référence chiite, on pourrait y revenir, mais dans le travail, il n'y a pas cette idée de pouvoir au nom de Dieu. Non, même la structure du califat, chez les plus traditionnalistes des traditionalistes, chez le Mawardi qui pense le califat et qui pense toute cette référence-là, elle est produite par une réflexion humaine sur les données objectives des réalités historiques. Exactement, mais c'est ce qu'on dit. Mais même les plus traditionnalistes, ils vont jamais te dire, voilà, le califat, il est divin, etc. Les chiites, eux, ils le pensent. Ils te disent, le gouverneur, il doit être le représentant de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'eux, ils attendent le Mahdi, etc. Et c'est pour ça que les chiites duodécimains, ils voulaient à chaque fois que, en vérité, ça soit un de leurs 12 imams qui soit à la tête du califat. Voilà. Et que l'imama pour eux devait être un descendant du prophète, etc., par la branche de Hussein ou de Hassan. En fait, c'est ça le problème, c'est que euh, les sunnites, parce que les chiites, comme a dit Tariq Ahmad, c'est un autre sujet, les sunnites n'ont jamais considéré le califat comme étant une structure politique régie par Dieu uniquement, ou lui-même. Pas du tout, mec. Il faisait une ratatouille avec le contexte du moment. Le contexte du moment. Ils s'en sortaient, mec, avec des bouts de scotch et des bâtons de colle. Tout simplement. Si on devait prendre en compte la coutume, ils prenaient en compte la coutume. S'il fallait prendre en compte le bien commun, le bien collectif, ils le prenaient en compte. S'il fallait faire l'istihbab, genre ce qu'on appelle le choix préférentiel, ils faisaient le choix préférentiel. S'il fallait faire le concept de la dérogation, on faisait la dérogation.
S'il fallait inventer des abrogations, on inventait des abrogations. donc, donc, y a rien... non, mais il n'y a rien de plus humain que le califat, que le système califal, que le système juridique. Il n'y a rien de plus humain. C'est du bricolage, mec, et tu le vois au fur et à mesure comment le bricolage se fait. Comment le bricolage se fait. Voilà. Non, là, c'est trop. Non, mais il dit, mec, qui est dans la mythologie l'époque du khalifa, c'était bien. C'était Allah qui était là, les gens ils pensaient à Allah. Non, les gens ne pensaient pas à Allah. Il y avait des harems partout, mec. Il y avait... Qu'est-ce qu'il raconte? J'en ai marre, mec. Marché aux esclaves, mec. L'argent, le fric. Qu'est-ce qu'il raconte? Les bagarres dans les mosquées parce que Shafi'i, notre est malikite. Qu'est-ce qu'il raconte? Les gens s'en foutaient d'Allah. C'était que des guerres d'ego. Que des guerres d'ego. Des guerres ethniques. Turco, berbéro, perse, arabo, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, là, c'est trop, mec. En fait, Youssef Indy, il me rappelle un peu les mecs sur Discord ou sur les Space Twitter ou les live TikTok, hein, les jeunes ados ou les gens dans la vingtaine, début vingtaine et tout, qui fantasment, mec, sur le califat ottoman, un peu comme Von Reich, ou des gens qui fantasment sur les panarabistes, là, qui glorifient le califat omeyyade, à l'époque où les Arabes étaient puissants, ou mec, ceux qui glorifient les Abbassides, parce qu'ils te disent, voilà, c'était l'âge d'or de l'islam. T'en as les bandeurs de Al-Andalus. Oui, Voilà. En fait, c'est ça le problème, mec. Non, non, non. À chaque époque, mec, c'était la badila, la baise, et que ce soit de la part des musulmans de la masse, ou de la part des juristes, ou de la part des théologiens, ou de la part des califes, voilà, et de leurs vizirs. C'était à chaque fois merdique. Merdico, merdique. Putain, Allah, mec, il passait même pas au second plan, je vais dire au 15e plan. Il est derrière l'arrière-plan. oui, oui, on avait lu, hein, c'était catastrophique, hein, en plus, même toutes les bahdilas au niveau du droit entre les gens, toutes les hilas qu'il y avait, hein, pour éviter les effusions de sang. Mec, les Euh, qadis, ils faisaient ce qu'ils veulent. Ils t'envoyaient en prison juste parce que tu l'énervais. Juste parce que tu lui prends la tête, ils t'envoient en prison. Des et, on qadis, te- mec, et qui abusifs. t'oublie, hein, pendant des années, hein, jusqu'au moment où tu apostasies. Hein. Là, il t'amène devant le calife, justement. Devant le Des calife. prisons, mec, qui deviennent des isoloirs sexuels. Des isoloirs sexuels. Où t'as le droit d'amener, mec, des prostituées. Des esclaves prostituées. Pour te faire plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Et après, tu me parles d'Allah. Tu me parles d'Allah. Il te dit, mec, on a oublié Allah. Allah, il a été... Moi, j'ai envie de dire comme Allah Nani. Les musulmans ont commencé à partir en désordre à la mort du prophète. À la mort du prophète, mec, c'était start. Start, chacun allait de son côté. Chacun allait de son côté. Essayer de faire quelque chose. Il n'y avait plus d'Oumma. Dès que le prophète est mort, division, mec. Division, chacun allait de son côté, mec. Éclatement, mec. Explosion. Chacun est allé essayer de faire sa hila. Omar, mec, Oui, il est allé dans Saqifa avec Abu Bakr, avec les Ansar, pour essayer de négocier qui serait le prochain calife. Ali, mec, direct, il a commencé à rédiger le Coran. Ah, voilà. Parce qu'il savait qu'il va avoir une belle deal avec le Coran. Chacun allait dans son coin. Chacun allait dans son coin. Qu'est-ce qu'il me raconte? Fatima, elle, mec, elle est allée réclamer son héritage. L'oasis de FedEx. Ouais, chacun, mec, il a commencé. Tout le monde a oublié le prophète, mec. ah là 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 là. C'est des sombres, une époque Oui, sombre. oui. D'ailleurs, il faudra qu'on se refasse les derniers jours du prophète pour se Oui, remettre dans oui. l'ambiance et le contexte et tout, Je vais parce que essayer de prendre c'était la vidéo de intéressant. Nostic. Je traduis la vidéo de Nostic, mec. Que de la darka. Que de la darka. Oui, Que excellent, de la darka. excellent. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Ah là là. Putain, on vient de commencer la vidéo. Ah, t'as 32 minutes, mec. Youssef Indy qui se fait corriger. Pourquoi? Pourquoi? Bon, on continue. Donc, ce n'est pas de pouvoir de droit divin. Donc, déjà, sur le califat, on n'est pas d'accord. Mais beaucoup plus fondamentalement, on a tout à coup Youssef, tout seul, qui a une définition de l'islam politique qui apparaît juste après le califat et qui finalement se prend une position différente de tous
les penseurs et musulmans et les penseurs occidentaux, puisque dans l'idée de l'islam politique, c'est cette idée qu'il faut penser un État où il faut penser la reconstitution du califat à partir des références musulmanes en résistant à la colonisation et aux références étrangères. C'est ce que dit d'ailleurs très très vite Ibn Badi, c'est ce que disent tous les résistants algériens, c'est ce que dit Hassan el-Banna dans les années 20, dans les années 30. Donc leur idée, c'est reconstruire le califat à partir des références en s'opposant à la colonisation qui a été imposée par le délitement de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on a appelé l'islam politique moderne. Mais avec l'idée que l'islam politique traditionnel du califat est déjà politique. C'est-à-dire que cette idée que la référence à l'État, la référence au califat, est liée à une référence religieuse, elle est considérée comme étant éminemment politique. Donc décider que c'est venu juste après, avec une définition tout à fait personnelle de l'islam politique, est problématique parce que ça ne correspond à rien. D'autant plus que dans ton ouvrage, tout à coup on revient au XVIIIe siècle et on parle de Abdel Wahhab, et que là-dessus va se construire toute une réflexion sur le caractère réformiste et en même temps littéraliste du wahhabisme, et tout ceci, ce sera le deuxième chapitre de ton ouvrage. Mais encore une fois, on ne peut pas, à mon sens, déterminer que l'islam politique commence après le délitement sans avoir une connaissance profonde des références musulmanes historiques. Or, dès l'origine, on a une position que Ali Abdelrazak, il va lui contester, c'est cette idée que la référence musulmane, elle est bonne pour penser les orientations de l'État, voire même sa structure, c'est le Mawardi au Xe et XIe siècle. Donc ça, c'est profondément là. Donc par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, oui, on a Khadim al-Haramayn. Eux, ils se considèrent et ils disent que politiquement, au nom de la référence islamique, eh bien, il n'y a pas de démocratie en islam, il n'y a pas d'élection. Et on a le roi du Maroc qui dit que lui, il est Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire qu'il est le prince de tous les croyants. Ça, c'est de l'islam politique ou pas? Alors, je vais répondre déjà sur ce que tu disais précédemment. Quand tu parles de Ali Abdelrazak et de son interprétation, tu en parles comme s'il s'inscrivait dans la tradition et qu'il n'y avait pas de contradiction, alors qu'à l'époque où il publie son livre… Pas du tout. J'ai écrit un livre sur lui, il y a toute une partie sur lui où je déconstruis l'ensemble de sa pensée en disant que c'est quelqu'un qui est totalement sous l'emprise de la pensée occidentale et d'une reconstruction a posteriori. Ah d'accord, donc tu n'es pas sur D'accord, très bien. Mais si on revient sur ce premier point. D'accord, donc sur la question du califat, le califat est mentionné, alors pas sous la forme qu'on connaît, mais dans le Coran, et les deux fois où le terme de califat apparaît, c'est à chaque fois lié à la loi de Dieu, l'application de la loi de Dieu et de la… À quoi fais-tu référence? Parce que c'est les vice-gérants, c'est pas le khalifa, il n'y a pas de structure politique. C'est les vice-gérants. Oui, mais je parle du roi David et de Adam. D'accord. Donc, oui, d'accord. Oui, d'accord. Et dans ces deux cas-là, surtout dans le cas de David, il est question, et là le Coran insiste là-dessus, sur l'application de la loi divine. Donc c'est pour ça que quand je parlais du califat précédemment et que je faisais le parallèle avec le monde chrétien, c'est tout à fait… On est bien d'accord. C'est politique. Ça, c'est politique, on est d'accord. Oui, mais dans les régimes traditionnels… Islam politique, que tu n'appelles pas islam politique parce qu'il est politique. Non, mais là, en fait… mec, la Ramadan, il est dans son élément, il prend le temps de boire une qahwa, mec. Une petite gorgée de café. Et Youssef Indy il bégaye. Et Ramadan est en détente. Là, vous voyez, là, c'est vraiment un exemple de quand quelqu'un maîtrise le débat. Voilà, quand tu sens le renversement qui s'effectue. Là, à ce moment, là, 37 minutes, le renversement s'est effectué. Youssef Indy dans la position de l'élève qui se fait corriger, qui se fait prendre une fessée intellectuelle, une hagra ilmiya, voilà, par Monsieur Tariq Ramadan. C'est pour ça que moi, si je débat face à Youssef Indy, je serai déçu, parce que je serai face à l'élève. Moi, je veux être face au professeur. Voilà. Qu'as-tu à dire, Ruyen? Qu'as-tu à dire, Ruyen? Non, mais je suis d'accord avec toi. Il s'est pris les pieds dans le tapis. J'espère juste qu'il va répondre à la deuxième question de Monsieur Ramadan concernant l'islam politique, l'Arabie Saoudite et le Maroc. Parce qu'il a dit, je vais d'abord répondre au premier point. Et ensuite, mais on va voir si… Oui. Non, je pense qu'il va répondre, mais je me demande comment il va répondre, en fait. Ça, le truc. Il va mal répondre, mais on se demande quand même comment. Voilà. On joue sur les mots. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde traditionnel, et là, au-delà du monde musulman ou du monde chrétien, même si tu vas dans le monde mésopotamien, dans l'Égypte, il n'y a pas de distinction entre religion et politique. Il n'y a pas de distinction. C'est pour ça que je dis politique dans le sens de la sécularisation, mais dans le monde traditionnel, je crois que dans l'ancien hébreu, le terme de politique n'existe même pas. Donc en fait, je dis que c'est un système englobant. C'est simplement ça. C'est pas très philosophique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais là, mec, c'est trop. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans l'ancien hébreu, le terme politique n'existe même pas. Mais c'est normal que le terme politique n'existe pas dans l'ancien hébreu, mec.
Parce que d'où vient le terme politique? Il vient de politikos. Voilà, c'est du grec. En gros, politikos, ça vient de polis. Voilà, polis, c'est le concept de cité-État qui était présent chez les Grecs à cette époque. Genre, la cité-État, c'est quoi? C'est une communauté de citoyens qui sont libres, autonomes et qui constituent un corps social, donc représentant une conscience collective capable d'organiser la cité. Donc, police, et après, il y a civitas. Civitas, c'est le citoyen, justement. Donc, polis, civitas, politikos. Donc, c'est de la folie, en fait. C'est présent chez les Grecs. C'est normal que ça soit pas présent chez les Hébreux. Chacun avait sa manière de structurer, voilà, son groupe, voilà, tout simplement, son groupe d'êtres humains. Les Hébreux ne réfléchissaient pas comme les Grecs. Ils ne réfléchissaient pas en termes de citoyens, mais en termes ethniques. Qu'est-ce qu'ils racontent? Te Tu disant sais, l'ancien. imagine, Régus, imagine, tu débat face à Youssef Indy, il te dit, trouve-moi le mot politique en hébreu ou chez les anciens, les hébreux et tout. Tu t'imagines, vas-y, trouve-moi le mot. Tu sais, comme les gens qui te disent, trouve-moi ce mot dans le Coran ou dans les hadiths, ou trouve-moi le hadith. C'est de la folie, mec. C'est pas possible. Non, mais je te jure, il comprend pas qu'il y a des concepts qui n'ont pas leur exacte analogie, mais dans l'idée qu'elles représentent, dans l'abstraction de ce qu'elles, de leur sens, du signifié, parce qu'est-ce qu'on appelle le signifié et le signifiant, voilà, on retrouve l'idée du politique dans la Bible, en fait, dans la Bible hébraïque, dans le Pentateuque. Voilà, avec l'idée de chef, de régence. Oh non, bon, c'est pas grave, là, on va pas rester le débat, on continue. Ce que je dis, c'est pas très compliqué. Je dis simplement qu'à un moment donné, il va y avoir une sécularisation dans le monde européen et que d'une certaine façon, cette sécularisation va faire une intrusion violente dans le monde musulman et qu'elle va nous imposer cette sécularisation. Et moi, j'aime bien l'histoire. Et quand on voit ce qui s'est passé avec l'Empire ottoman, je veux dire, l'Empire ottoman, il était décentralisé, il était affaibli, il était ruiné, tout ça, on le sait. Je veux dire, il a été détruit de l'extérieur, l'Empire ottoman. Et de l'intérieur et de l'intérieur avec les jeunes turcs, etc. Et ce sont les jeunes turcs, Atatürk, qui abolit le califat. Donc en fait, c'est une intrusion. On a le monde occidental avec son histoire qui vient percuter la nôtre. Et je parle dans le livre des réseaux maçonniques qui ont illuminé aussi de l'intérieur l'Empire ottoman. Donc c'est de ça que je parle. Oui, mais pas dans des interprétations. Non, c'est pas des interprétations, c'est une conception fondamentale parce que tu utilises un concept ou une notion qui est utilisée, et l'islam est siyasi, c'est utilisé dans le monde arabe, et l'islam politique, c'est utilisé dans le monde occidental, avec cette idée que toute personne qui va vouloir réconcilier ou associer le politique et le religieux est, dans le langage occidental, un intégriste, un fondamentaliste, c'est ce qu'on entend, ou quelqu'un qui est rétrograde, donc qui est un islamiste. Et toi, ce que tu dis, avec une définition qui t'est propre, tu dis non, tout ça, c'est venu à partir de 1924. Avant, c'était essentiellement le cas, puisqu'il n'y avait pas de différence entre religieux et politique, et qu'on avait le politique au nom du religieux. Donc, en fait, dans la terminologie, tu es l'expression la plus confirmée de l'islam politique que tu essentialises à l'origine et que tu ensuite historiquement ramènes en 1924 en disant oui, mais à partir de 1924, la sécularisation est rentrée dans le monde musulman, ce qui est vrai, tout à fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était même avant 1924, mais ça, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'il y a une volonté par un certain nombre de mouvements d'utiliser le religieux pour reconstruire une autorité, ou en tout cas une référence, ou une légitimité politique. Ceux-là, je les appelle des islamistes. Mais ils sont comme toi, en fait. Ils veulent exactement la même chose que toi. Ils veulent ne plus faire la différence entre le religieux et le politique. Donc, en fait, bonne nouvelle, Youssef, tu es un islamiste. Tu es un... Là, c'est trop. Ah, Youssef Indy, même il lui, est il pas bien. rigole parce qu'il sait que là, il s'est pris une fessée. Une hagra ilmiya, comme tu as dit. Aïe, 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 aïe. J'attendais la chute et franchement, M. Ramadan, il a fait fort. Franchement, il Bravo, a bien bravo, piégé. bravo, Non, bravo. franchement, Vous pouvez être fier. on n'est pas déçus. Vous n'êtes pas prêt de prendre votre retraite avec cette relève bancale. Avec cette relève bancale. véritable partisan de l'islam politique. Mais toi, la différence de l'historicité que tu places en 1924, tu le places fondamentalement, essentiellement dans ta référence musulmane. Et tu n'as pas répondu à deux questions, s'il te plaît, juste deux questions. Tu ne m'as pas dit l'Arabie Saoudite qui associe le religieux et le politique, le royaume. Il ne l'a pas lâché. Il ne l'a pas lâché. Non, il est fort, il est fort. Il a d'abord fait une humiliation, voilà, en public. Il lui a dit, tu ne vaux pas mieux que les islamistes que tu critiques. Et après, il lui a dit, continue à me définir ce que tu entends par Maroc et Arabie Saoudite.
du Maroc, c'est l'islam politique ou ça ne l'est pas? Quand le roi dit « je suis le prince des croyants », ça ne se discute pas. C'est pas de l'islam politique, puisque lui, il s'inscrit dans une tradition. C'est-à-dire, dans la tradition, la modernité va quand même s'imposer au Maroc parce qu'on va arriver avec un système parlementaire, etc. Ah, mec, c'est hard parce que la Youssef Indy est marocain. Donc il a intérêt à fermer sa gueule sur le roi du Maroc. Là, Taïg Ramadan, il est en train de toucher un point très sensible. Il est en train de toucher aux vacances à Marrakech, aux vacances à Tanger. Taïg Ramadan, arrêtez d'être aussi hard. Laissez-nous aller en vacances à Marrakech, à Tanger. S'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles. Pourquoi vous voulez nous attirer des problèmes avec les mukhabarat, les services secrets marocains? Laissez-nous tranquilles. Putain, toujours mec des gens pour gâcher le délire. Parlons de l'Arabie Saoudite, nous n'avons pas envie d'y aller. Je suis sûr que Youssouf Indy préférait mec se faire payer un voyage à 10 000 euros au Maroc que partir faire un hajj. Donc c'est bon, stop. Stop. On a marre. Oui, il y a moyen, il y a moyen. Laissez-le tranquille. Mais le Maroc est un État qui a plus de 1200 ans, et le roi du Maroc s'inscrit dans cette tradition, où il n'y a pas, d'ailleurs, Hassan Tani le disait à l'époque, il disait, nous, on n'a pas le problème aggravé de l'islamisme qu'il y a eu, par exemple, en Algérie dans les années noires, les décennies noires. Il dit, parce que moi... T'as vu, il dit, le prophète paix et bénédiction sur lui, mais il dit Hassan Tani. Il dit pas Hassan II. Sombre, mec. Très, très sombre. Voilà. On utilise l'arabe, mec, en général, pour honorer les gens. Et il a honoré le roi du Maroc et pas le prophète. Très, 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 très sombre. C'est là où on voit que tu peux retenir certaines choses, mais chasse le naturel, il revient au galop. Youssef Indy est un Marocain fier, très, très fier. Mais il n'y a pas de souci. Nous, c'est pas ça qu'on critique. Nous, ce qu'on critique, c'est cette schizophrénie, cette dahka. Le fait qu'il nous casse le cerveau, avec ces histoires Mahomet, pas Mahomet, il vient te dire bénédiction sur lui, mais il vient après, il te dit Hassan Tani. Une khalouta. Attends, je continue. J'ai les deux pouvoirs. J'ai le pouvoir politique et j'ai le pouvoir religieux. Donc, il peut pas y avoir un mouvement qui va arriver de l'extérieur. Donc, ça, c'est pour toi l'expression de la meilleure des traditions. C'est-à-dire comme le roi qui détient les deux pouvoirs. Mais pour n'importe qui. C'est le système traditionnel. Le système traditionnel est fondamentalement politique. Donc, l'islam est une référence politique. L'émir, le prince des croyants, ou en Arabie Saoudite aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'il y a des mouvements qui vont s'inscrire dans la résistance à la sécularisation, et puis il y a un pouvoir traditionnel. Donc, moi, ce que ça m'amène à dire ici, c'est que terminologiquement, et c'est pas le seul problème, on a aussi sur la notion de réformiste, terminologiquement, en fait, si je m'en tiens à ce que tu dis, il y a une tradition ancestrale qui ne faisait pas de différence entre les deux que tu reconnais, mais la résistance dans le monde majoritairement musulman à la sécularisation, tu la considères comme un islam politique de nouveau type, c'est-à-dire moderne. C'est toi qui dis que c'est un mouvement de résistance à la sécularisation. Mais c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est pas toujours le cas, c'est ça le problème. Et je pense que c'est là le débat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir, par exemple avec les frères musulmans, une organisation politique qui s'inscrit dans le contexte dans lequel il naît, et qui a des objectifs politiques qui peuvent changer et qui peut être instrumentalisé par des puissances extérieures. Et c'est quand même un des sujets. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est quand même lié. Non, parce que c'est pas, je veux dire, le fait qu'il y a des forces extérieures et intérieures qui peuvent jouer avec des forces politiques ne dit rien sur l'essence même du mouvement. On va y revenir, parce qu'effectivement, qu'on ait pu être le jouet des Britanniques, Il y a Christian qui a dit Youssef est brillant, mais il est un peu complotiste et fait souvent du cherry picking. Jusque-là, on n'a pas vu en quoi Youssef Indy était brillant. Je n'ai pas vu, mis à part sa stupidité, c'est peut-être la seule chose que j'ai vu briller. Non, en fait, je peux comprendre que certaines personnes peuvent trouver Youssef brillant quand il est entouré de gens très, 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 très médiocres. Oui, là, il est brillant. Voilà. C'est vrai. Une ampoule de 10 ans va toujours briller dans le noir. Ok? Une luciole va toujours briller dans la nuit. Par contre, quand vous ramenez la lumière du soleil, c'est là où on voit le différentiel de luminosité. Et là, pour le coup, la personne qui brille des deux intervenants, parce que le troisième, c'est juste le présentateur animateur de la soirée, on le compte pas, c'est Taïk Ramadan. Voilà. Nous, pour éviter les amalgames, nous ne sommes pas pour ou avec Taïk Ramadan.
nous sommes neutres dans cette histoire, nous sommes canalisés de manière très objective, avec nos biais humains évidemment, mais nous n'avons pas de parti pris à l'avance. Et là, on constate quoi? Que Youssef N'Di se fait à chaque fois corriger, reprendre, incessamment, de manière récurrente. C'est triste pour quelqu'un, parce que là, on est quand même, Youssef N'Di, c'est quand même la personne qui a préparé un livre, qui a rédigé un ouvrage. Donc c'est lui qui est censé avoir, comment dire, l'information de son côté, les références, les sources, les interviews, les dossiers, voilà, les articles, les études. C'est lui qui est censé avoir tout ça de son côté, ce n'est pas Ramadan. Et là, Ramadan est en train de l'humilier juste sur la définition de l'islam politique. C'est-à-dire que le point d'ancrage de son livre est bancal. Et voilà, j'ai rien à dire en fait. La vidéo parle par elle-même en vérité. Des Américains ou d'autres forces extérieures, ça ne dit rien sur l'essence. Donc on est déjà devant un premier problème terminologique, c'est-à-dire que tu dis originellement et traditionnellement l'islam est politique, et à partir d'un certain moment, quant au nom de la religion, on a voulu résister politiquement à la présence étrangère ou non, parce qu'il y a eu des collaborations, etc., c'est là que vient l'islam politique. Donc déjà ça, en fait, on est en face de quelque chose qui est très très problématique parce que ça ne correspond à rien. La vraie question qui se pose dans la question, qu'elle soit sur le plan de la tradition, qu'elle soit sur le plan moderne, la vraie question c'est quel est le rapport de l'islam avec le pouvoir politique. Quel est ce rapport-là? Parce que voir, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, où on a un cheikh qui se présente comme le garant de l'autorité politique et qui, de ce point de vue, a totalement fermé sa société, il n'y a pas de processus. Ou alors au Maroc, où on a des processus qui sont des processus sécularisés, on a des élections, on a un premier ministre, etc. Donc on a la référence traditionnelle et puis on a l'acceptation de ce qui fut la répartition ou la partition de l'Afrique après la conférence de Berlin. Cette acceptation-là, elle est aujourd'hui il faut la considérer véritablement et se poser la question de savoir comment on considère la relation du religieux politique. Quand est-ce qu'un pouvoir a une légitimité dans une société majoritairement musulmane? Au-delà du fait qu'il y ait acceptation ou non, bon gré mal gré, il doit y avoir une acceptation historique, on n'avait pas le choix. Après le démantèlement de l'Empire ottoman, il y avait effectivement à devoir vivre avec les réalités. C'est d'ailleurs ce que dit Hassan el-Banna en 1928. Son projet, exprimé en 1928, il a 22 ans, c'est de se réorienter vers la réunification des pays musulmans, mais encore une fois, avec toutes les critiques que tu peux avoir sur lui, et il y en a à faire, et j'en ai fait dans mon ouvrage sur le renouveau musulman. El-Avrani, c'était bien cette idée, il a travaillé dans une volonté de résister à la partition. Ce que lui a reconnu ensuite au XXe siècle le poète indo-pakistanais, qui a mis en évidence aussi qu'il fallait éviter de tomber dans le piège de la nationalité et du nationalisme. Bref, ça, c'est un premier point. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de ton ouvrage, où effectivement, tout à coup... Apparemment, Allah n'était pas d'accord pour que M. Ramadan poursuive son développement. C'est ça. On continue, on attend qu'il revienne. Dont tu fais la critique. Et moi, j'ai un vrai problème par rapport à la méthodologie de ton ouvrage, parce que quand tu me l'avais présenté à l'époque, tu m'avais dit, quand on s'était vu, c'était documenté et tout ceci. Alors, avant de rentrer dans la question de Mohamed Abdel Wahhab, dont, encore une fois, il y a des éléments dont je partage. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui. Dont je partage la critique, c'est effectivement la méthodologie. Et en fait, on a un ouvrage qui fait 120 pages à peu près, ou 130 pages. Tout ce qui est dit sur Mohamed ibn Abdel Wahhab, c'est fondé sur un ouvrage de Hamad Iradisi. Pratiquement toutes les références viennent de là, et même parfois, quand tu cites d'autres références, elles viennent du livre lui-même, puisque j'ai pu le vérifier, et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que Hamad Iradisi, encore une fois, je veux dire, je ne sais pas si pour toi c'est une référence, à un moment dans le livre, tu le traites de laïc, mais c'est effectivement problématique, parce que c'est une référence qui est problématique. Il a un propos par rapport à Mohamed ibn Abdel Wahhab qui est éminemment problématique, une orientation idéologique éminemment problématique, et moi, ce n'est absolument pas une référence, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan de sa situation sur Ben Ali, ni sur le plan de son rapport justement à ce que tu critiques, à savoir la pensée dominante et la pensée sécularisée, même la pensée française, puisqu'il est reconnu dans ces cercles-là, et tout à coup, ça devient la référence ultime. Je veux dire que... il faut répondre quand même là-dessus. Attends, oui, mais je veux dire, la réalité, je vais te laisser répondre sur tes sources et sur la méthodologie, parce que là, on a vraiment quand même un problème. Je regarde le texte, je vais dire 90% des références qui sont liées à Mohamed Abdel Wahhab, même quand
ce ne sont pas des références directement à lui, elles viennent de son livre puisque c'est cité par lui dans son ouvrage. Ça, c'est un premier élément. Deuxième des éléments dans tes références et dans ta méthodologie, je te le dis parce que pour moi, de ce point de vue-là, c'est vraiment problématique. Encore, je ne veux pas jouer au professeur, mais moi, je veux dire, dans mon accompagnement des thèses de master ou de PhD. Bon, il veut dire les mémoires de master. On fait pas de thèse en master, mais c'est pas grave. On laissera ça sur le compte de la fatigue. Mais en tout cas, Youssef Indy se fait corriger. Youssef Indy, il a l'impression d'être à la fac. Et son professeur, son directeur de thèse, son directeur de mémoire, de master, est en train de lui dire tes références sont merdiques. Revois tes références. Revois tout en mémoire. C'est même pas digne d'une thèse, c'est un mémoire. C'est un mémoire. Et ton mémoire est merdique. Renvoie-le. La date limite, c'est demain matin. Renvoie ton mémoire. Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors, dans le chat, je vois, c'est un théologien ramadan, forcément qui plie un politologue sur le sujet. Je suis pas d'accord. Parce que jusqu'à maintenant, Tariq Ramadan n'a invoqué nulle part un argument théologique. Rien à voir. Là, pour le coup, Tariq Ramadan est juste bon dans la maîtrise du fait historique relié à l'islam antique et médiéval, et même contemporain. C'est pour ça que ici, il ne fait même pas appel à ses connaissances ou à ses compétences en théologie, en herméneutique coranique ou en sciences du hadith ou même en sciences de la jurisprudence et des fondements. Même pas, hein. Là, on est vraiment sur l'écorce de l'analyse du fait politique islamique postmoderne qu'on connaît maintenant. Voilà. Bon, Ruben, je pense qu'il est absent. Il est parti chercher un thé ou un café. Continue. Tariq, à nouveau le même problème. Déconnecte-toi, reconnecte-toi. On va patienter. De tradition irakienne, juif irakien, qui a beaucoup écrit sur la question de la référence sur El-Havrani. Ça devient lui la référence sur El-Havrani. Ensuite, on cite uniquement son débat avec Ernest Renan et rien d'autre, alors qu'El-Havrani, il a écrit sur c'est-à-dire tout son travail sur les textes, ses positions qu'il y avait en Inde. Moi, j'ai fait ce travail-là également dans le livre que j'avais écrit en 98 sur le renouveau musulman, et je suis surpris que la seule référence, ce soit lui. Deux autres références qui sont problématiques en termes de méthodologie. Jacques Jaumier, c'est-à-dire un chrétien orientaliste basé et qui est un dominicain, et qui lui serait la référence avec Robert Mitchell. Robert Mitchell, je veux bien, mais attendez, je veux dire, Robert Mitchell, c'est considéré par les Russes en l'occurrence, mais pas seulement, c'était vrai aussi par les Anglais, comme un agent des services de renseignement. Et c'est lui qui a écrit sur les frères musulmans, ça deviendrait la référence. Et puis, donc on a un certain, je veux dire, deux références essentielles qui traversent le livre de long en large. Ahmad Iradis et les Arconnes. Non, je renvoie le lecteur au livre, j'ai lu le livre. C'est quand même incroyable. Tu vois le problème de ce genre de débat? Là, M. Ramadan, il te dit, je renvoie les lecteurs. Non, nous, on aurait affiché la source. On aurait dit, tiens, regarde ton livre. On te le met, on te le renvoie dans ta gueule. Et ça, le problème de ce genre de live ou d'échange ou de trucs TikTok, on dirait que, bon, c'est vrai que là, M. Ramadan, il est en train d'infliger une sévère correction à Youssef Indy. Mais, tu vois, il y a toujours ce doute qui plane. Ou en tout cas, il y aura toujours ce doute qui planera, puisque on sait très bien que parmi les spectateurs de ce live, très peu iront vraiment aller vérifier est-ce que ce qui se dit est vrai ou pas, tu vois? Alors que si il avait affiché le texte et on montre en direct à tout le monde, là, c'est un chaos duquel Youssef Indy ne se relèvera certainement pas. Le décompte jusqu'à 10 et ne se relèvera pas. Exactement. On est sur une référence. Et moi, je te le dis, en tant que je veux dire, pour travailler sur des choses qui sont documentées, et quand tu présentes ça comme un travail scientifique ou comme un travail documenté, je suis désolé. La référence sur la réflexion sur Mohamed Abdel Wahhab, ça ne peut pas être Ahmad Iradisi, et sur les sociétés secrètes, ça ne peut pas être Zarkon uniquement. On ne peut pas faire un livre de réflexion sur deux livres. Bon, tu laisses Youssef
répondre, mais juste un instant. Non, juste pour dire à nos internautes que je ne suis pas là avec la montre en main pour mesurer le temps de parole des uns et des autres. C'est un débat, c'est un échange, c'est pas une émission de télé sur une chaîne mainstream. Donc nos deux invités discutent entre eux et moi je me contente de gérer la technique. On dirait un live TikTok et les gens dans le chat qui sont pas contents, qui disent non, vous avez laissé trop de temps à lui, laisse-le te parler, hein, laisse-moi développer, coupe ton mic. Ils sont pas bien, ils sont pas bien. Et là, celui qui gère là le live, hein, le guest, le host, il te dit je n'ai pas la montre à la main, je laisse les intervenants développer. C'est ça que les gens aussi ils veulent pas comprendre. On peut pas être tout le temps montre à la main aussi. Je pense que Tariq Ramadan a été suffisamment concis, a présenté et a soulevé les problèmes de méthodologie de Youssef Indy lorsqu'il a écrit son livre. Et je ne pense pas que M. Ramadan a abusé de son temps de parole. Mais là, on voit que les supporters de Youssef, ils sont en sueur. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. À toi, Youssef, excuse-moi. D'abord, je vais répondre par rapport à Hamadi Redissi. Quand je cite Hamadi Redissi, c'est parce qu'il a fait un travail de recherche documentaire. Et donc, lui, quand il apporte des sources, il fait un travail de documentaire, c'est très, très, très bien documenté. Quand je Tariq Ramadan te dit non. Écoute, en fait, mec, c'est ça le problème. Il te dit, t'as un professeur devant toi qui te dit, ta référence ne vaut rien chez les universitaires. Donc, tu auras beau me dire, il a fait un travail documentaire, même moi, je peux faire un travail documentaire. Tout le monde peut faire un travail documentaire. Mon chien peut faire un travail documentaire. Est-ce que pour autant, ce travail va avoir une valeur d'un point de vue académique? Telle est la question. Position ou l'interprétation, notamment laïcarde, de Hamadi Redissi. Je puise dans son ouvrage des documents. Si tu n'es pas satisfait de mon travail, par exemple, sur le wahhabisme, je peux te recommander un autre ouvrage qui, je pense... Il fallait le faire, il fallait le mettre dans l'ouvrage. On ne peut pas s'appuyer sur l'ouvrage de Hamadi Redissi. Yarabak. Il fallait le mettre dans l'ouvrage. Il fallait le faire. Il fallait le faire. raison. D'ailleurs, si il connaît un très bon ouvrage, mais pourquoi il ne s'est pas basé dessus? Je ne comprends pas. Tu vois, une méthodologie vocale, avec vocal. Moi, je ne comprends pas.